Et ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live meeting organisé par lita.co. J'espère que tout le monde va bien et j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2025 à tous. Je vois que ça y est, vous êtes tous en train de vous connecter, donc merci à tous d'être avec nous. Le temps que tout le monde nous rejoigne, on va commencer par se présenter rapidement. De mon côté, je suis Maude Canet, chef de projet levée de fonds senior côté France chez lita.co et je suis accompagnée d'Angelica. Bonjour à tous, donc moi c'est Angelica, chef de projet levée de fonds du côté de Belgique. Donc on travaille en binôme sur Renew Green, qui est donc un projet belge qui va chercher des fonds en Belgique et en France. Tout à fait. Renew Green, c'est l'usine qui a pour ambition de recycler 20 000 tonnes de pneus par an grâce à la technique de pyrolyse. Et donc, comme l'a dit Angelica, c'est une levée de fonds franco-belge. Et donc, on sera toutes les deux représentantes du projet. Voilà, ça y est, on commence à être de plus en plus nombreux. Merci encore de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées via notre plateforme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ITA, il s'agit d'une plateforme de financement citoyen dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous avec des investissements à partir de 100 ou 200 euros. Voilà, et on rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyens. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné de Tiziano Baghera, fondateur de Renew Green, et de Maxime et Loïc qui vont également se présenter. Bonjour à tous. Avant que Tiziano puisse se présenter plus en détail, nous on travaille avec Tiziano et l'équipe de Renew Green depuis la genèse du projet. On a eu la chance de collaborer sur ce projet et d'accompagner dans sa prise de maturité sur différents aspects, à la fois commerciaux et techniques, ça c'est plus pour ma partie, et financiers pour la partie de Maxime. Merci. Donc, Maxime pour ma part, et donc peut-être pour préciser, donc on accompagne Tiziano depuis 4 ans dans le cadre d'un incubateur d'ingénieurs situé à Charleroi, qui est à l'origine justement du projet que vous allez voir aujourd'hui. Super. Tiziano, peut-être avant de te laisser la parole, je vais rapidement présenter l'outil, juste pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Donc, on est sur cet outil Livestorm où vous avez 2 onglets qui se trouvent en bas à droite. Vous avez l'onglet chat qui est destiné aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien et à nous dire d'où vous venez et comment vous avez connu Renew Green. Et puis, vous aurez un deuxième onglet qui est l'onglet questions pour formaliser vos questions tout au long de l'événement. Voilà, on prendra le temps de les traiter pendant la deuxième partie de ce live puisque la première sera consacrée à une présentation du projet et aux raisons de la levée de fonds par Tiziano et l'équipe Renew Green. Voilà, Tiziano, je vais te laisser la parole et puis je vais partager votre présentation. Merci Maude. Donc bonjour tout le monde et encore une fois nos meilleurs vœux donc pour cette année et beaucoup de succès dans vos entreprises. Donc voilà, je vous remercie également de l'intérêt que vous portez à notre projet Renew Green. Moi, j'ai personnellement 63 ans et j'ai 40 ans d'expérience au niveau professionnel, principalement au départ dans la métallurgie et la sidérurgie qui était le fleuron de l'époque en région wallonne. Et j'étais spécialisé dans la commercialisation et le marketing. Donc, cela m'a permis évidemment de voyager à l'international. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes intéressantes qui étaient outre-Atlantique et qui développaient donc un process de pyrolyse. Alors aujourd'hui, c'est un mot qui commence à être connu, mais qui porte encore à diverses questions et suppositions. Et donc, Renew Green s'est penché sur le problème. Moi, ça fait personnellement 10 ans que j'étudie le marché et la technique de la pyrolyse. Et après autant d'années, j'ai pu donc faire une analyse bien précise quant au développement du marché actuellement en Europe occidentale.
Donc, la pyrolyse est bien développée dans les pays asiatiques, principalement, et donc la partie de l'Est au niveau de l'Europe. Donc, ça fait déjà quelques années qu'eux pratiquent cette technologie, ce process, afin de recycler les pneus, qui nous permet évidemment de sortir des extrants bien spécifiques à forte valeur ajoutée. Donc, Renew Green a été créé maintenant il y a 4 ans. Et effectivement, c'est à partir de là qu'est rentré Loïc et Maxime qui m'ont accompagné afin de pouvoir étudier le marché de façon plus approfondie, que ce soit au niveau technique et la partie également financière, la rentabilité du projet. Donc, on a pu développer Renew Green tout au long de cette période-là. Et aujourd'hui, on en est arrivé à avoir complètement dérisqué le projet. Donc, Renew Green va se spécialiser dans la pyrolyse de recyclage de pneus usés. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a à peu près 85 000 tonnes de pneus qui sont générés chaque année au niveau déchets. Et actuellement, il n'y a rien qui est fait pour les recycler. C'est pareil dans le monde. Il faut savoir qu'il y a plus de 2 milliards de pneus qui sont produits chaque année et moins d'1% de ces pneus sont recyclés. Ils sont revalorisés dans certains cas, principalement du molding. Donc, on fait des tapis spécifiques pour les sportifs ou les plaines de jeux pour enfants, mais ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est fait, si ce n'est que dans certains pays ou continents, on les incinère encore. Ça produit énormément de CO, alors que ces déchets sont composés de matières premières assez importantes au niveau de leur valorisation. Il faut savoir qu'un pneu est composé principalement de pétrole, déjà raffiné, donc à 47%. 40%, c'est du noir de carbone. Le reste, c'est de l'acier et du textile. Le process de pyrolyse permet justement de pouvoir récupérer pratiquement 99% la totalité des matières premières qui ont été nécessaires pour pouvoir donc fabriquer ce pneu, et on va les récupérer. On est dans un milieu qui est complètement clos. Donc, le pneu, au départ, il est broyé, ce qui veut dire qu'on en extrait d'abord le textile, ensuite l'acier. Le textile, c'est encore, je dis bien, la seule source de produit qui n'est pas revalorisée en dehors de sources énergétiques, puisqu'elle sera incinérée principalement chez les cimentiers. L'acier, lui, évidemment, sera vendu en milieu sidérurgique. Donc, c'est un acier très spécifique, puisqu'il a des propriétés techniques qui lui permettent d'être modifié, principalement sur de la chauffe, le refroidissement, reprendre sa structure initiale, etc. Parce qu'un pneu, une fois qu'il est froid, il n'a pas la même consistance que quand il est chaud. Donc, l'acier doit pouvoir travailler et pouvoir se déformer, reprendre ses caractéristiques techniques à la base. Ensuite, évidemment, on va en fonction de la chauffe du pneu, donc on va le fondre, on ne l'incinère pas, on est dans un milieu clos, sans apport d'oxygène, donc ce qui veut dire que l'on ne pollue pas. Très peu de vapeur, de fumée, de gaz sont émises dans l'atmosphère, mais la plupart, 99% des gaz, sont récupérés et vont servir de carburant. Donc on est dans un système qui fonctionne en full autarcie. On a besoin juste d'une impulsion électrique au départ. Ensuite, les gaz qui sont récupérés vont servir de source énergétique et repartent dans les injecteurs et les brûleurs pour pouvoir faire tourner le process. Une fois qu'on a introduit ces 20 000 tonnes de pneus, évidemment, on va pouvoir en ressortir 8 000 tonnes d'huile pyrolytique, 6 400 tonnes de noir de carbone, 4 000 tonnes d'acier, et le reste, c'est du textile et du gaz. Donc, l'huile, elle va servir non pas en source énergétique, mais comme matière première qui repartira dans un cycle de production principalement de plastique. Alors, une fois que nous avons créé cette société, que nous avons fait la première levée de fonds, elle a servi évidemment, on s'est fait épauler d'un bureau d'engineering, d'études, afin de pouvoir obtenir un permis de construire, d'exploitation et d'environnement. Donc, c'est un permis unique. Weibolt, que vous voyez là, est la sommité, en tout cas, dans ce qui se fait de mieux au niveau études de marché et tout ce qui est process pyrolytique. Donc, il connaît le marché de
la manufacture du pneu, les gens qui produisent les pneus évidemment, les gens qui produisent tout ce qui est en amont et en aval des différents process qui permettent de recycler ces pneus. Il a plusieurs bureaux à travers le monde entier et il donne des conférences dans le monde entier également à ce sujet-là. Intact est un bureau de conseil, c'est un légal qui nous accompagne également depuis maintenant 3 ans. Donc c'est lui qui s'est occupé à formuler les différents contrats EPC, les différents contrats que nous avons avec les fournisseurs. Ensuite, vous avez la CISCAB, et donc comme on vous l'a expliqué au départ, donc c'est le bureau qui nous accompagne, qui est un incubateur dont fait partie Loïc et faisait partie Maxime, qui a maintenant sa propre société. Là, dans le team aujourd'hui, qui s'est agrandi depuis, comme on a déjà présenté ici en Belgique, l'équipe des fondateurs de Renew Green, vous avez Edwin Blairon, qui est un ingénieur technicien qui a fait son mémoire justement sur la pyrolyse de pneus et qui est intéressé par le projet, qui a été le premier à faire la première levée de fonds pour pouvoir obtenir ce permis. Ensuite, vous avez M. Strazante, qui est un industriel de la région ici, Charleroi, qui emploie 1500 personnes et qui est dans le domaine de la verrerie et la sidérurgie également. Vous avez Thierry Baillet, qui est un ingénieur civil et qui a un master Solvay, qui a travaillé plus de 15 à 20 ans dans le groupe d'Indosuez, où il a développé et installé non pas des systèmes de pyrolyse, mais des systèmes d'incinération, principalement dans les pays de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie, etc. Vous avez M. Casano, qui est le CFO et qui fait partie du groupe Strazante, qui a un master en finance et qui nous accompagne depuis peu. Et puis nous avons Alexis Petretta, qui est également un actionnaire et qui, lui, est un avocat. Nous sommes fait également accompagner par 2 sociétés des chasseurs de tête que vous voyez là, Abilsen et House of HR. Donc, ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans le recrutement de profils spécifiques. Je dirais que 80% du personnel que nous allons avoir besoin, c'est des gens que l'on trouve régulièrement, c'est-à-dire c'est de la main-d'œuvre en tant que technicien et manutentionnaire. Et on a besoin de quelques têtes, effectivement, pour gouverner la société, d'autant plus qu'on a des intentions de pouvoir étendre notre process sur la France également, et l'Italie et l'Espagne. Donc, on a des prétentions de pouvoir s'étendre au niveau européen. Au niveau des différents partenaires financiers et investisseurs, donc nous avons Wallonie Entreprend, donc est une entité qui appartient à notre région. Comme vous savez, en Belgique, il y a 4 régions bien distinctes. Il y a la flamande, la germanophone, la bruxelloise et la Wallonie. Donc, effectivement, on est un petit pays, mais il est divisé en pas mal de secteurs. Donc, nous avons IDEA, c'est une société qui appartient également à la région Wallonne, mais qui, elle, gère tous les terrains industriels dans notre région et qui ont participé à la recherche d'un terrain au point de vue stratégique. Donc, on est sur un axe principal autoroutier, on est juste à la sortie de Feluy, qui est un zoning spécialement qui a été étudié pour tout le secteur de la pétrochimie. C'est là où se trouve le siège social de Total Fina. Donc, Invest, c'est IMBC, donc c'est Invest Mons Borinage 100, donc c'est l'entité dans laquelle on va se trouver le terrain. Donc, ça, c'est également des invests publics. Et puis, la ville de Senef, qui nous ont aidés donc, à pouvoir nous installer dans leur région. Et puis là, vous avez les différents partenaires. Donc, New Energy, c'est le concepteur et le propriétaire du concept pyrolytique qui rentre également en tant qu'actionnaire, qui est une forme de garantie assez importante dans le capital, donc, et qui est l'inventeur du process. Donc, le groupe Strazan, comme je vous l'ai dit, donc, c'est un partenaire industriel de la région. Et puis, Ouanti également. Donc, c'est une société qui travaille également au niveau du Benefralux, puisqu'ils travaillent également dans le nord de la France, qui sont spécialisés dans le recyclage et la fabrication de macadam, dans lequel rentrent les huiles également et les pneus.
Donc voilà, je peux passer à la diapositive suivante. Voilà, il y a quelqu'un qui manipule avec moi. Ok, merci Maud. Donc ici on a les milestones, comme vous pouvez le voir. Donc la société elle a vraiment démarré. Donc elle a été créée en 2020 et puis les premiers fonds sont rentrés en 2022, la première levée de fonds, ce qui nous a permis donc d'obtenir, de tirer les plans et d'obtenir notre permis unique. Ensuite, on s'est fait accompagner, comme vous voyez, par Waybolt afin de pouvoir trouver la meilleure technologie et le meilleur fournisseur possible, puisqu'il y a à peu près une dizaine de fournisseurs au niveau mondial. 2023, donc là, on a sélectionné New Energy. Les invests publics sont rentrés sur lesquels nous avons des accords. Et puis après, il y a également les banques. Nous avons donc des accords bancaires avec Belfius ING et depuis peu avec BNP Paribas. Donc, il y aura une tripartite au niveau bancaire. Et puis, le légal, Intact, donc, a développé et qui s'est occupé du contrat EPC. 2024, donc, c'était la recherche des différents partenaires industriels. Et ensuite, 2025, nous comptons ici, dans le premier trimestre 2025, de pouvoir clôturer la partie financière et démarrer la construction au mois d'avril. Donc ici, vous avez une représentation du permis unique qui nous a été octroyé et qui est valable pour une période de 5 ans. Donc là maintenant, ça fait 2 ans que nous avons ce permis et qui reprend la partie environnementale, exploitation et urbanistique, comme vous pouvez le voir. Et là, vous avez une image 3D de la façade avant de la partie du bâtiment, industrielle et administrative. Je te passe la main, Loïc. Oui, merci Tiziano. Donc, comme vous l'avez compris, l'essentiel de notre travail jusqu'à présent a consisté au dérisquage du projet sur l'intégralité de ces aspects, que ce soit à la fois commerciaux, techniques et financiers également. Alors, la présentation que vous avez là est une présentation à des fins d'investisseurs. Si vous voulez évidemment plus d'informations, il y a un accès à une data room qui vous permet notamment de voir beaucoup d'informations d'un point de vue technique. Alors, sur la petite des éléments quant à au volet industriel, donc comme Tiziano l'expliquait, la pyrolyse est un procédé assez connu mondialement dans le domaine du recyclage. Toujours est-il qu'on a eu à cœur de trouver le meilleur partenaire en termes de fourniture de pyrolyse. Et donc, il y a toute une étude de marché qui a été menée de notre côté, conjointement avec Waybolt. Et cette étude nous a permis d'analyser l'essentiel des fournisseurs de technologies potentielles au niveau mondial. On a étudié des fournisseurs potentiels en Chine, on a étudié des fournisseurs potentiels en Allemagne, on a étudié des fournisseurs potentiels en Amérique du Nord. Et on s'est arrêté, après cette analyse, sur New Energy, qui est un fournisseur qui est basé en Hongrie et qui, selon nous, était le meilleur partenaire technique. Comme vous le voyez, c'est la partie droite de cette slide. C'est le seul avec Pyroom qui est référencé comme étant un fournisseur labellisé par BASF. Et pour nous, c'est le meilleur partenaire en termes de readiness de technologie, en termes de budget, en termes d'accompagnement des équipes, de soutien financier, de contrats off-take potentiels et de garantie. On a la possibilité, grâce à BASF, de bénéficier d'un contrat off-take sur l'intégralité des huiles qui seront produites par l'usine de Renew Green. Et depuis peu, donc depuis 2025, New Energy est également partenaire d'un groupe qui s'appelle MOL Group. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est un groupe pétrochimique qui est également actif dans la collecte des déchets dans les pays de l'Est et qui investit notamment dans une nouvelle unité New Energy à Karsag, qui sera donc active d'ici à la fin d'année. Au niveau des garanties, donc à nouveau, tous ces éléments-là sont documentés dans la data room, mais on a intégré dans le contrat EPC un certain nombre de garanties, que ce soit en termes de quantité, mais également de qualité.
En termes de qualité, on bénéficie via New Energy d'un certain nombre de certificats qui sont pas fondamentalement indispensables, mais évidemment un plus quand on est actif dans le domaine de la circularité, à savoir notamment le ISSC+, la Compliance Reach, qui nous permet notamment de vendre à BASF notre huile, des quantités garanties en termes de production, que ce soit en huile, en noir de carbone et également en métal. On a des analyses labo, des fiches qualité, des fiches techniques, que ce soit en huile ou en noir de carbone, et également des spécificités en termes de gaz qui, lui, sera réutilisé dans le process. Tous ces éléments-là sont documentés et sont repris dans le contrat EPC et font à la fois office de mesures et de pénalités éventuelles en cas de non-atteinte des objectifs qui ont été mesurés de notre côté, mais également office de bonus si on vient à atteindre ces qualités attendues et ces quantités. Donc voilà. Il y a une note pour votre information, je vais peut-être en parler ici. Il y a une note explicative résumée qui est également dans la data room. Donc au niveau de New Energy, on a, comme je vous le disais, des qualités qui sont garanties, des quantités, un soutien de l'équipe, notamment dans la mise en route de l'usine, et si besoin, des contrats off-take qui peuvent être enclenchés avec notamment BASF. Tous ces aspects-là sont repris dans le contrat EPC, que ce soit les quantités, les qualités, le soutien des équipes, l'onboarding des équipes de Renew Green, les aspects techniques. Et chacun de ces aspects fait à la fois est en lien avec un bonus si jamais on vient à dépasser les attentes en termes de quantité et de qualité. À savoir que New Energy est plus que confiant quant au fait qu'on atteindra des performances qui seront supérieures à ce qu'on a projeté, mais des pénalités éventuelles en cas de défaut sur l'un ou l'autre de ces aspects. Et tous ces aspects sont évidemment sécurisés par des leviers financiers, un performance bound qui est en lien direct avec le contrat EPC, et également un investissement direct de New Energy dans Renew Green à hauteur de 1 million en equity. Au niveau des aspects environnementaux, qui sont évidemment importants au sein de l'ITA, on a des analyses qui ont été faites en termes d'émissions côté New Energy et des analyses qui ont été validées par un bureau environnemental ici qui s'appelle Certus et qui nous ont permis du coup d'obtenir d'ailleurs notre agrégation et permis environnemental. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes d'impact dans la valorisation du pneu, de loin, la pyrolyse est reconnue comme étant la seule technologie qui permette de valoriser le pneu. Alors à nouveau, c'est vrai que ce slide deck est plus un slide deck orienté investisseur, mais il faut savoir que le pneu, c'est un véritable enjeu environnemental, comme l'expliquait Tiziano, pour plusieurs raisons. On continue évidemment d'en produire énormément. On parle de 82 000 tonnes rien qu'en Belgique annuellement. On avait jusqu'à présent des alternatives qui étaient en tout point pas du tout environnementales, qui étaient soit de le brûler en cimenterie, c'est interdit. Et aujourd'hui, la dernière alternative qui existe et qui est loin d'être écologique, c'est de l'envoyer à l'export pour que ça soit brûlé. Aujourd'hui, cette tendance-là, elle est d'un ancien temps. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les gouvernements, que ce soit belges mais aussi au niveau européen, imposent aux collecteurs de trouver des solutions de recyclage local. Or, si la solution cimenterie n'existe plus, et de toute façon, cette solution-là était loin d'être écologique, il faut bien trouver d'autres alternatives, et la pyrolyse est la seule qui puisse s'imposer à long terme comme étant une alternative qui soit à la fois écologique et surtout économiquement viable, puisqu'au-delà de recycler du pneu, on le valorise et on le transforme en extrants qui sont eux-mêmes, qui ont une valeur sur le marché et qui permettent d'avoir une entreprise qui soit non seulement viable mais profitable.
Au niveau des partenaires industriels, donc on a cité New Energy. New Energy, de par notre étude, s'est avéré être le meilleur partenaire en termes de technologie de la pyrolyse, mais New Energy articule autour de lui aussi un certain nombre de fournisseurs qui sont de renom. Pour la partie pré-traitement, on a Baratas et Bomatic qui sont qui fournissent à Reparticle, Reparticle étant un customiseur, je vais dire, d'équipements industriels et qui va adapter la partie pré-traitement et broyage aux spécificités du pneu, parce que le pneu est quand même un composant qui est assez robuste en termes de broyage, et donc Reparticle va notamment adapter les couteaux de coupe de Bomatic pour faire en sorte que le pré-traitement soit le plus adapté au flux spécifique du pneu. Et pour la partie post-traitement du RCB, on s'appuie sur Osakawa, Alpine et Mars Mineral, qui sont deux fournisseurs de renom en termes de post-traitement du noir de carbone et qui vont nous permettre d'avoir une qualité de produit reconnue sur le marché. Alors, comme l'expliquait Tiziano, en plus de New Energy, qui est évidemment un acteur important dans notre projet, on a eu à cœur de s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs industriels ici en Belgique, qui à la fois le réseau, l'expérience et les équipes potentielles pour venir en soutien et soutenir le projet sur la durée. Donc on a à la fois Wanty, qui, comme le disait Tiziano, sont actifs notamment en cimenterie et en bitumage de route, mais aussi le groupe Strasant. Alors le groupe Strasant, c'est un groupe qui est actif déjà dans les énergies et l'écologie, puisqu'ils ont une filiale dans l'éolien. C'est un groupe aussi qui est actif dans la sidérurgie, qui emploie 1500 personnes et qui va nous épauler en termes de team support dans la mise en place du projet. Et c'était un peu un des derniers éléments qui était souhaité de notre côté pour qu'on ait vraiment une équipe qui soit la plus dense possible et la plus étendue possible. Au niveau des pneus, on l'expliquait, c'est un vrai enjeu au niveau belge. On a 82 000 tonnes de pneus qui ont un besoin de trouver des débouchés à très court terme. Donc, on ne sera pas en manque à ce niveau-là. On a malgré tout fait un tour d'horizon des différents collecteurs pour s'assurer de leur soutien au projet dans le temps. Dans la data room, pareil, vous trouverez des LOI à hauteur d'un minimum de 27 000 tonnes jusqu'à 33 000 tonnes déjà de confirmés. Ça, c'était en 2023. Et sachant qu'aujourd'hui, depuis 2024, on a des nouveaux partenaires qui ont été apportés par New Energy, à savoir Innovando et Genan, qui sont des acteurs là actifs au niveau mondial et qui, comme vous le voyez, ont des volumes de pneus qui sont plus que conséquents et qui sont de plus en plus intéressés à s'inscrire dans un modèle de circularité, qui ont des besoins de partenaires locaux et de relais locaux. Donc, on n'aura pas de problème en termes d'approvisionnement de pneus, que ce soit en phase 1, puisqu'on a un besoin, entre guillemets, que de 20 000 tonnes, mais également en phase 2, puisque, comme vous le savez, le projet à terme vise aussi une extension pour recycler à terme plus de 40 000 tonnes de pneus. Et donc, on a de quoi approvisionner l'usine en quantité suffisante. Quelques vues de l'usine à date. À nouveau, tous ces éléments-là sont disponibles dans la data room. Et je vais laisser à Max le soin d'évoquer avec vous la partie financière. Ouais, merci Loïc. Alors, pour vous donner quelques éléments assez high level au niveau donc, de la rentabilité du projet. Donc ici, on montre la perspective financière pour la phase 1 du projet, à savoir 20 000 tonnes, sachant que le site que nous avons en Feluy est déjà, on va dire, suffisant pour pouvoir accueillir une deuxième phase, donc ça va faire 40 000 tonnes en tout, ce qui correspondrait grosso modo à 2 fois donc, les perspectives que vous voyez ici.
plus forcément quelques économies d'échelle. Alors, on se situe sur un revenu de l'ordre de 13 millions d'euros. Donc la beauté du modèle, c'est que finalement, tous les intrants et extrants sont valorisés. Donc, on est payé justement pour récupérer les pneus. Ça correspond plus ou moins à un quart du chiffre d'affaires. Ces pneus sont transformés donc en métal qui est revendu, en huile et en carbone black, comme expliqué précédemment. Donc, l'huile, forcément, et les carbone black correspondent à grosse partie donc, des revenus avec 70%. Il y a aussi donc, des certificats verts qui seront possibles donc, d'être émis plus tard, mais qu'on n'a pas encore pris en compte et qui sont, on va dire, quelque part un peu une petite cerise sur le gâteau à l'heure actuelle. Mais malgré tout ça, sans prendre en considération ces revenus supplémentaires, on reste de l'ordre donc, de 13 millions d'euros avec une marge d'EBITDA qui est aux alentours de 50-55%. Donc les prix que vous voyez ici sont des prix qui sont assez conservateurs. Donc le carbone black, on a pris des hypothèses donc, de 700 à 1000 euros la tonne. Enfin, actuellement, donc, dans le plan, on est à 800, sachant qu'on est bien au-dessus actuellement. Donc, de nouveau, il y a pas mal de facteurs qui peuvent l'expliquer, mais la principale raison, c'est que il y a encore 2-3 ans, donc la plupart des carbone black qu'on utilisait donc en Europe venaient de Chine et surtout de Russie. Là, actuellement, avec le conflit donc en Ukraine, on n'en reverra pas la couleur avant quelques années, ce qui fait que justement donc le prix a pas mal augmenté. Et l'huile de pyrolyse qui est liée au prix du baril, donc 80 € ici comme point de référence. On peut passer au suivant. Ouais. Alors donc on est sur un budget assez conséquent, donc quasiment 40 millions d'euros, qui sert majoritairement donc pour 50% à payer donc les équipements industriels de pyrolyse, 15 millions d'euros qui sont plutôt pour la partie on va dire bâtiments et terrain, donc purement immobilier, et des coûts de démarrage qui ont été estimés à plus ou moins 2,5 millions d'euros. Donc, qui servent justement à financer la phase de démarrage, le fait qu'on engage des gens avant que l'usine produise des extrants. Et face à ce budget, comme l'a dit Tiziano, donc, il ne manque plus que la partie de l'ITA. On a 4,5 millions de subsides de la région de Wallonne qui ont été octroyés, donc vraiment des subsides à l'investissement. En face de ça, donc si on regarde tout en bas, donc on a 7,5 millions d'equity qui ont été sécurisés auprès de différents partenaires, donc 3 partenaires industriels et 2 partenaires publics. Les banques, comme on l'a dit, donc les 3 principales banques belges, à savoir donc Belfius, BNP et ING, donc regarde le dossier donc pour un total plus ou moins donc de 23 millions, principalement pour financer des actifs non risqués, à savoir les bâtiments, les terrains, les équipements qui sont finançables en leasing et un petit peu donc de la chaîne de production. Et donc on a besoin aussi également donc, de prêts subordonnés qui servent justement à faire un effet de mezzanine, à savoir donc 4 millions d'euros de prêts subordonnés, dont 40% viennent des partenaires publics et le reste de l'ITA. Donc raison pour laquelle nous vous sollicitons aujourd'hui. Et donc oui, donc au niveau du montage, quelque part donc la campagne de l'ITA est la seule qui va déterminer un peu l'horizon donc du closing, comme on l'appelle, donc la finalisation du bouclage financier. Donc dépendra un petit peu de la vitesse de collecte au niveau du prêt subordonné. Et lorsqu'on regarde peut-être éventuellement pour vous montrer un petit peu donc comment se répartit donc le split de financement, donc on rentre un peu peut-être trop dans les détails, mais voilà, donc on a une partie justement donc equity et subordonnée donc qui se répartit entre des partenaires privés et publics. On a une partie bancaire assez importante avec effectivement des crédits d'investissement pour des bâtiments et du leasing pour la partie on va dire équipement standard et du subside en question. Bon, on rentre dans le détail de la cap table, donc comment le capital se répartit entre les différents acteurs. Pour votre information, donc les gens qui investissent donc dans le tour de table investissent à une valorisation prémonique, comme on l'appelle, de 16,5 millions. Et voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Je vais laisser donc Maud et l'équipe de l'ITA donc continuer. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 pour cette présentation très claire et très complète. Je pense que c'est pas mal aujourd'hui de repasser aussi sur les conditions maintenant de l'investissement. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, ici on cherche vraiment du coup un montant de 2,4 millions combiné en France-Belgique, donc vraiment 1,4 million en France et 1 million en Belgique. Et c'est donc bien une levée de fonds en obligation. Donc c'est obligation de 10% sur 7 ans, avec un remboursement des intérêts de manière semestrielle.
Il y a un différé de 2 ans pour ce qui est remboursement du capital. Donc, on est sur un remboursement annuel du capital de manière constante à partir de la 3e année. Le ticket minimum est de 200 €. Et en ce qui concerne les Français, donc votre investissement est bien éligible au PEA-PME. Donc, on est bien en collecte pour le moment sur l'ITA. Donc, si vous voulez concrétiser votre intérêt ou votre intention sur le site, vous pouvez dès à présent le faire. On a déjà récolté 350 000 € en France et Belgique combinés. Et la levée, du coup, se termine fin février. Donc, il reste un gros mois et demi un petit mois et demi, du coup, pour y participer. On va potentiellement maintenant faire le tour un peu des questions, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de questions qui sont propres à Rinyogreen. Pour répondre, du coup, à la question de Stéphanie sur la répartition, ça j'ai dit, donc c'est 2,4 millions avec 1 million, 1,4 million maximum en France et 1 million en Belgique. Et pour répondre à la question de Pierre, du coup, on est bien sur du PEA-PME pour les Français, malgré que le projet soit belge. Je laisse peut-être la main à Maxime ou Loïc ou Tiziano pour répondre aux différentes questions. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est les choisir et les highlighter. On peut les prendre. Je regarde s'il y a eu des votes. Il y a la question d'Olivier qui a eu un vote, donc je vais peut-être commencer par celle-ci. Il demande s'il est possible d'utiliser le système de pyrolyse pour d'autres traitements dans la même usine. Il pense par exemple au traitement céramique, lavabo et WC. Non. C'est spécifique aux pneus et à certains plastiques. Donc, les plastiques non chlorés, là, on peut, mais qui représentent 1% des parts du marché également de ce qu'il fait au niveau des plastiques. Mais malheureusement, pas pour tout ce qui est céramique. Là, il existe des traitements de recyclage pour ce genre de choses, parce que c'est par là que ça a commencé, c'est le traitement des matériaux de construction. Mais là, malheureusement, c'est un domaine qui sort complètement de la pyrolyse. Malheureusement, ce n'est pas possible pour ce genre de matériaux. Ok, très clair, merci. Je vais prendre peut-être la première question. Dans votre démarche RSE pyrolyse, êtes-vous soutenu par les pouvoirs publics belges, par l'UE? Si oui, comment vous accompagne-t-il? Il y a des choses que vous avez dit dans votre présentation, mais voilà, si vous pouvez répondre de manière un peu concise. Par la Belgique, oui, puisque nous sommes soutenus par notre région, qui est la région wallonne. Donc, par la région wallonne en elle-même, donc, qui nous a octroyé 4 500 000 € de subsides à l'investissement. Ça, c'est donné. Donc, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de taxe là-dessus. C'est vraiment 4 millions, c'est une poche de 4,5 millions qui nous est offerte. Et puis après, il y a l'intervention des publics comme IMBC et Wallonie Entreprendre qui rentrent à concurrence en equity pour 3,5 millions et 1,6 million en dette. Donc, par contre, concernant l'Europe, oui, depuis peu, ils ont décidé depuis peu d'intervenir, mais malheureusement, on ne pouvait pas cumuler les interventions de la région wallonne et de l'Europe. C'était l'une ou l'autre. À l'époque, celle de la région était beaucoup plus intéressante que l'Europe. C'est le cas inverse aujourd'hui depuis 2024, mais nos démarches étant déjà entamées et obtenues, donc il n'était plus possible. Par contre, il est prévu pour l'extension, comme vous l'a dit Max, on démarre sur une unité de 20 000 tonnes, mais il est prévu, puisque le terrain permettra de recevoir une deuxième unité qui va également donc, recycler 20 000 tonnes de pneus. Et là, effectivement, il y aura une participation de l'UE. Très bien, on va passer à la question de Nicolas qui a eu 4 votes. Donc, le processus de pyrolyse est si connu depuis aussi longtemps. Pour quelle raison n'est-il pas plus développé en Europe de l'Ouest? Il y a principalement, en effet, momentum également. Hein. Donc, aujourd'hui, la circularité, c'est effectivement quelque chose dont on parle depuis quelques années, je vais dire. Mais il y a ça quelques années, c'était pas fondamentalement très développé. Il faut savoir aussi qu'en termes de maturité technologique, les choses ont beaucoup évolué au cours des dernières années, principalement notamment sur le post-traitement du noir de carbone. Beaucoup de fournisseurs, notamment Osakawa Alpine, ont gagné en maturité et permettent aujourd'hui d'atteindre un niveau de qualité du RCB qui est suffisamment bonne pour répondre aux attentes du marché. Donc tous ces éléments-là mis bout à bout font que aujourd'hui le timing est le bon.
Si je peux juste rajouter le fait aussi que les déchets de pneus qui étaient générés ici chez nous en Europe partaient principalement comme source énergétique dans les cimenteries. Et puis une fois que certains pays ont interdit ce genre de choses qui produit énormément de CO2, ont décidé de les broyer et de les envoyer en Afrique du Nord principalement, où les déchets de pneus sont enterrés dans le désert. Donc voilà, c'était plus facile pour l'Europe de l'Ouest de faire de cette façon-là et d'acheter du noir de carbone bon marché chez les Chinois qui aujourd'hui ont explosé leur prix parce que la Russie ne peut plus vendre chez nous. Et puis il y avait également il y a un autre phénomène aujourd'hui, et c'est pour cela que la pyrolyse va fortement se développer chez nous, c'est que il y a une loi qui est passée depuis avril 2024 qui stipule que tous les déchets de pneus qui sont générés en Europe, chez nous, ne peuvent plus partir en dehors de l'Europe. Principalement, ça partait la Turquie ne fait toujours pas partie de l'Europe. Il faut savoir qu'ils étaient très friands de ce genre de déchets pour alimenter leur cimenterie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, forcément, il y a des alternatives qui sont là, qu'il faut mettre en place. Et ça va prendre du temps, mais dans quelques années, la pyrolyse de notre côté sera tout autant répandue qu'en Europe de l'Est. Le principal, c'est d'être les premiers. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va passer à la question. Est-ce que tu peux juste, Angelica, voilà. On va passer à la question de Pierre qui nous dit Renew Green se positionne en fin de vie du pneu. Le rechappage permet de prolonger leur vie. Quel est l'état de la filière rechappage en Belgique et en France? Ouf, bonne question. Pour la partie pneus aéronautiques, pour vous donner un exemple, on a notamment Bridgestone Aircraft qui a une usine ici et qui est d'ailleurs parmi nos futurs fournisseurs en pneus. Bridgestone Aircraft fait du rechappage. Donc c'est une filiale qui existe évidemment, mais il n'empêche qu'en dehors de cette filiale-là, il y a quand même 82 000 tonnes de pneus qui ne peuvent être rechappés, ne sont pas rechappés et ne trouvent pas d'autres débouchés que dans la filiale de collecte. Donc ouais, ça vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Donc le rechappage des pneus vaut la peine vu le prix des pneus d'avion et vu le prix des pneus de tracteur par exemple. Il y a une filière qui existe et donc le rechappage permet de faire des pneus, on va dire, de seconde vie qui trouvent, on va dire, preneur. Tout ce qui est pneus de tourisme, le prix est tellement négligeable et le prix, c'est tellement, on va dire, time consuming de le faire que voilà, c'est toujours plus simple finalement de le remplacer par du neuf. Surtout si on arrive avec des procédés de recyclage qui permettent finalement donc d'éviter, on va dire, toute pollution. Dans la chaîne de recyclage de pneus, c'est la première étape qui est exigée par l'environnement. C'est effectivement de pouvoir, une fois qu'on collecte les pneus, qu'on les reçoit, avant de les broyer, donc il est demandé aux recycleurs d'abord de trier les pneus et de voir quels sont les pneus qui peuvent être rechappés ou pas. Et donc, à partir de là, ça repart dans une filière de rechappage, mais ça représente moins de 3%. Mais c'est la première exigence qui est demandée au niveau de l'environnement. Oui, également en complément, faut pas oublier non plus que dehors de de la collecte de pneus, on s'imagine le pneu seul, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi une quantité significative de pneus qui sont collectés sur base de véhicules en fin de vie et donc qui arrivent en casse auto avec 4 pneus et dont il faut faire quelque chose. Voilà. Et les déchets de production également, manufacturiers. C'est vrai que sur la présentation que vous voyez, notamment, on parle de Goodyear. Les usines Goodyear, il y en a 3 autour du site de Renew Green à Feuilluy, 2 au Luxembourg et une à Amiens, à côté d'Amiens. Chacune de ces usines-là, rien qu'en poudrette de pneus, produit 3000 tonnes de poudrette par an. Donc ça, c'est simplement des résidus de production.
Ok, merci pour toutes ces précisions. On va peut-être... Vas-y, si tu veux, Angelica. Ouais, il y a une autre question ici donc, de Nicolas. Quel est approximativement le capital nécessaire pour lancer la deuxième phase, doublement des capacités pour le site de Feluy? Comment Neo Green financerait cela? L'État serait-il convié à cette augmentation de capital? Neo Green, j'imagine, du coup, mais... Bon, les chiffres sont sensiblement similaires. Donc, il y aura peut-être moins justement donc, de besoin de capital de démarrage, mais il faudra compter, à mon avis, une bonne trentaine de millions pour payer justement donc, l'extension de site et les équipements de pyrolyse. Bon, sans compter le fait finalement qu'on devrait avoir quand même une courbe d'apprentissage au niveau de l'industrie où le coût des équipements va finir par chuter aussi. Hein. Mais si on raisonne justement donc, à périmètre équivalent, ce serait sur une trentaine de millions d'euros. La capacité de générer du cash au sein de la boîte sera quand même assez élevée, donc il n'est pas exclu qu'on puisse financer ça sur fonds propres avec un peu donc, de support bancaire. Mais dans tous les cas, si jamais donc, il y a une augmentation de capital qui se profilera, donc, selon les termes légaux, généralement, donc, ce sont toujours les actionnaires présents dans la société qui ont un droit de préemption et qui peuvent, on va dire, financer en priorité le besoin. Si jamais, justement, donc, on a une poche de financement qui peut être cherchée à l'extérieur, j'imagine que ce sera discuté à ce moment-là, mais pourquoi pas justement convier l'État. Et cette fois-ci, peut-être en capital. Parce que, comme on l'a précisé, c'est du subordonné pour le moment. Donc, ce n'est pas de l'équité. Tout à fait. Merci. On a encore une question d'Arnaud qui dit « La localisation dans le zoning de Feluy est logique. Comptez-vous utiliser le canal comme moyen de transport pour les entrants et les extrants ?» C'est primordial. C'est primordial. En fait, au départ, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis carolo. Et je recherchais des terrains industriels dans ma région, évidemment. Et j'avais eu l'occasion d'obtenir un terrain qui était le long du canal de la Sambre, avec un quai de chargement et de déchargement propre au terrain. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est Google qui a eu la main sur le terrain avant moi, ayant d'autres moyens, évidemment. Donc, voilà. Par contre, effectivement, le positionnement du terrain à Feluy a fait également l'objet de cette étude. Malheureusement, nous n'aurons pas un quai de chargement et de déchargement directement sur le terrain, mais à 300 mètres de là, à vol d'oiseau, il y a effectivement la possibilité donc, de faire arriver les pneus par péniche. C'est effectivement dans les prérogatives de Renew Green, parce qu'un pneu, c'est du vide en fait. Hein. Et on est déjà en train de voir l'étude de pourquoi pas d'acquérir une péniche avec un système de granulation sur la péniche pour pouvoir granuler directement les pneus et les transporter sous forme de granulats afin de maximiser les revenus et de minimiser les coûts de transport. Alors, on a une question ici de la part d'Olivier, donc français, qui demande pour quand est votre développement en France? Il pense au canal Seine-Nord. Le plus rapidement possible. Venez avec beaucoup de sous et ça peut aller très vite. Mais en fait, je dirais qu'on est déjà en contact avec un très grand groupe, pour ne pas le citer, qui est Mobivia. Mobivia, donc c'est Auto 5, Speedy, Noroto, etc. C'est le plus gros revendeur de pneus en Europe. Hein. Ils ont 6000 points de vente répartis dans toute l'Europe. Et ils sont très intéressés par notre process. Ils veulent le voir fonctionner chez nous en Belgique. Ils nous ont approchés également pour rentrer dans le concept. C'était un peu trop tôt et maintenant un peu trop tard. Donc, mais on est toujours en pourparlers avec eux parce qu'ils ont le plus gros granulateur. Ils sont au départ originaires de France, mais leur plus gros granulateur se trouve en Allemagne. Et donc là, on pourrait trouver une joint venture avec ce groupe-là pour pouvoir développer sur la France. Et il y a d'autres acteurs avec qui nous sommes en contact, mais là, malheureusement, on ne peut pas encore tout dévoiler aujourd'hui. Mais sachez qu'effectivement, la France et l'Espagne, c'est quelque chose qui pourrait démarrer très très vite, dans les 3 à 5 ans, qui suivrait l'ouverture et le plein régime de Renew Green Belgique. Super, merci beaucoup.
On a aussi Anne qui nous pose différentes questions. D'abord, une question sur les partenaires. Combien de partenaires avez-vous déjà identifiés pour la valorisation du produit de la pyrolyse? Et je double avec une question sur la concurrence. Voilà. Alors, pour la valorisation de la pyrolyse, donc la pyrolyse, il y a 3 extrants principaux. Bon, il y en a 4 avec le gaz, mais le gaz, on le réutilise en interne pour faire tourner le process, donc ça, on ne le vend pas. Et on a le métal. Donc ça, le métal, les débouchés sont assez simples et compréhensibles d'eux-mêmes. Donc on le valorise directement sur le marché au prix du métal. On a l'huile de pyrolyse et le noir de carbone. Donc le noir de carbone est vendu soit à des traders, ça fait partie notamment des scénarios qu'on a anticipés dans le BP, qui, eux, le revendent à des clients finaux ou à des clients finaux. Et donc là, les débouchés sont multiples. On a directement la filière la plus connue, la plus facile à comprendre, c'est la filière du pneu en elle-même, puisque le noir de carbone est réutilisé dans la fabrication du pneu. On a évidemment des applications aussi en peinture, on a des applications en macadam, on a des applications multiples et les clients sont très différents. Au niveau de la pyrolyse, on a plus affaire à des gros acteurs. Donc, le plus connu et celui qui soutient la filière depuis assez longtemps, c'est BASF, qui se montre intéressé à acheter l'intégralité des huiles de pyrolyse qui seront produites. On en a d'autres. On a maintenant MOL Group qui peut potentiellement être intéressé à acheter notre huile. On a des traders comme Trafigura qui, eux, tradent des produits dérivés du pétrole et qui sont intéressés aussi à acheter des produits en guise de circularité. Ce qui est très important aussi à comprendre là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, le projet Renew Green tel qu'il est monté aujourd'hui financièrement, on a la chance de bénéficier d'une certaine indépendance commerciale, puisque le plan financier que vous a montré Maxime et les différents investisseurs qui ont porté le projet en termes d'equity et d'investissement n'ont pas demandé de contrepartie commerciale au projet. On aurait pu solliciter de l'argent, notamment de groupes comme BASF, pour closer la partie equity. Mais ça nous aurait rendu tributaires en termes de vente des extrants, comme l'huile de pyrolyse notamment. Et ce côté tributaire va de pair aussi avec une certaine décote et vente de l'huile de pyrolyse à tarif préférentiel. Or là, on a la chance de pouvoir le vendre au plus offrant. Et comme les débouchés sont quand même assez nombreux, ça nous permet d'avoir des perspectives de chiffre d'affaires qui sont supérieures aux projections qu'on avait faites initialement. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais, je pense que tout a été répondu. Peut-être en guise de très rapide conclusion, s'il y a un point qui est peut-être à retenir pour l'ITA et la communauté l'ITA, c'est qu'aujourd'hui, au 21 janvier, on a non seulement un projet qui est dérisqué d'un point de vue technique, évidemment, et ça, on y travaille, ça a été le point numéro 1, d'un point de vue urbanistique et en termes de construction, puisque aujourd'hui, on a le permis qui nous permet de construire l'unité. On a un projet aussi qui est dérisqué d'un point de vue industriel et équipe, puisqu'on, comme vous l'avez vu, on est entouré de grands et beaux groupes qui ont les reins suffisamment solides, les équipes et les connaissances marché qui nous permettent de développer le projet. On a évidemment une équipe maintenant qui a été testée et qui a l'habitude de travailler ensemble, puisque Tiziano et nous, mais également l'équipe de juristes, l'équipe technique qui est en lien direct avec le projet, travaille sur le sujet depuis maintenant de nombreux mois et de nombreuses années. Et d'un point de vue financier,
on a les accords de soutien au niveau des investissements en equity des partenaires publics, des partenaires privés qui étaient nécessaires au closing. Et donc la dernière pierre angulaire nécessaire à ce qu'on puisse, à ce que le projet voit le jour, c'est l'ITA et c'est la communauté LITA. Donc on compte vraiment sur votre soutien pour qu'officiellement le projet voit le jour. Super, merci Loïc pour cette petite conclusion. On a Anne qui nous demande également quel est le risque. Oui, on a reçu quelques nouvelles questions. Quel est le risque que les investissements soient de 50 millions et que la construction prenne 2 ans? Oui, ça c'est en lien direct avec le contrat EPC. Donc nous on a un contrat EPC qui est à prix fixe et qui prévoit des pénalités en cas de retard. Donc le prix, que ce soit au niveau de la construction du bâtiment, mais aussi au niveau de la fourniture de l'usine en tant que telle, est une enveloppe fixe. Voilà, tout simplement. Super. Et dernière question de Stéphanie qui demande combien de salariés vous allez recruter? Alors, en direct, on est sur une quarantaine. Et en indirect, il faut compter une vingtaine. Donc, on serait entre 60 et 70 personnes entre direct et indirect pour la première phase. Et la seconde phase, on aura moins besoin de personnes au niveau administratif, représentation commerciale, direction, etc. Et il faudra encore compter une vingtaine de personnes pour la production. Ok, super. Donc, on devrait tourner aux alentours de 80, 90 personnes à terme pour l'unité complète. Je vois qu'il y a également une question de Jessica. Quels sont vos principaux concurrents? Donc, les principaux concurrents les plus directs que nous avons ici, c'est Pyrum, qui est situé à Dillingen en Allemagne. Comme on vous l'a cité tout à l'heure, ils sont également suivis par BASF, mais actuellement, ils sont toujours en phase pilote. Ils ont un projet qui est intéressant, mais il est loin encore d'être abouti. Il faut remonter un peu plus loin en Pologne, où là, vous allez trouver Contech et Rioil. Et puis, vous avez New Energy sur la Hongrie. Il y a une deuxième unité qui va être construite en Hongrie, évidemment à Budapest, par New Energy avec le groupe MOL. Et ensuite, vous avez... il y aura un troisième concept New Energy qui sera fait du côté de la Slovénie, mais après nous. Donc ça, ce sont les concurrents les plus directs. Je n'en vois pas d'autres. Il faut aller outre-Atlantique, il faut aller en Inde, en Chine, en Russie, en Ukraine. Super, merci Tiziano. Je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci et on a un message de Michael qui vous félicite, qui vous dit bravo et qui nous dit qu'il a déjà investi et que ce webinaire l'a conforté dans cet investissement. Donc, plutôt une bonne chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense on a fait le tour un peu. Merci pour votre temps, pour la présentation. Vous pouvez retrouver le replay du live meeting si vous n'avez pas eu le temps de regarder l'entièreté sous l'onglet opération de la fiche projet. Donc, il y a bien une fiche projet Belgique et une fiche projet France. Voilà, et n'hésitez pas à concrétiser votre intention si ce n'est pas encore fait. Et on vous enverra du coup le replay par mail. Merci à tous et à bientôt du coup sur lita.co. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Très belle journée. Bonne journée. Au revoir.